Altesse, Monseigneur, Excellence, chers amis, soyez les bienvenus, tous ici pour... C'est une joie, à vrai dire, de vous accueillir pour la soirée de clôture des 3e rencontres philosophiques de Monaco. C'est une joie, tout d'abord, parce que c'est précisément la 3e soirée de clôture, et cela veut dire que ces rencontres se pérennisent, ces rencontres qui sont utiles et qui sont fécondes se pérennisent, et c'est une bonne chose, et cela nous rend heureux. Et puis c'est une joie aussi, parce qu'une joie anticipée d'une certaine manière, car cette soirée ne ressemblera pas à la soirée de l'année dernière. Non pas que la soirée de l'année dernière n'était pas une réussite et un moment de joie, précisément, mais ce ne sera pas juste une soirée de clôture avec cette notion peut-être de finitude ou de mélancolie qui serait attachée juste à la clôture. Ce sera une soirée dans laquelle la philosophie sera vivante. La philosophie est sans doute un art de vivre. En tout cas, la philosophie est absolument incarnée. Et donc, ce soir, nous avons voulu, les rencontres philosophiques de Monaco ont voulu qu'une réflexion philosophique puisse se déployer au cours de la soirée. Ce sera la réflexion, la pensée d'un philosophe. Ce philosophe, c'est Emanuele Coccia. Il est là, il va nous rejoindre tout à l'heure. Il est le lauréat du prix des rencontres philosophiques 2017. Il était le lauréat pour un livre remarquable, extrêmement singulier, La vie des plantes, une métaphysique du mélange. Emanuele Coccia va donner une conférence. Cette conférence va porter sur une question qui prend un peu les choses à la racine, d'une certaine manière. Qu'est-ce que la philosophie? Et cette conférence va inaugurer un cycle, évidemment. Ce sera la première conférence d'un cycle de conférences qui aura lieu tous les ans, dans lequel le philosophe lauréat de l'année précédente réfléchira à cette énigme, cette question simple et profonde et mystérieuse et abyssale. Qu'est-ce que la philosophie? Nous relèverons évidemment les copies à la fin des soirées de clôture en question, car vous aussi, vous serez mis à contribution. Ce n'est pas vrai, c'est une plaisanterie, elle est foireuse. Donc, Emanuele Coccia parlera, et cette conférence sera suivie d'un internet musical assuré par le Quatuor Monoïkos. Ils joueront du Schubert, et enfin, nous aurons la remise des 3 prix 2018, les 3 prix des rencontres, le prix lycéen, la mention honorifique attribuée à une maison d'édition qui œuvre singulièrement pour la philosophie, et enfin le prix du livre philosophique 2018. Voici pour la manière dont la soirée va se dérouler, prologue en quelque sorte. Il est l'heure que Charlotte Casiraghi, la présidente des rencontres philosophiques de Monaco, me rejoigne. Sous vos applaudissements. Bonsoir à tous. À chaque cérémonie de clôture, les 2 dernières années des rencontres philosophiques de Monaco, je regardais une personne dans la salle. Je ne cherchais pas intentionnellement son regard au départ, mais je le trouvais sans le chercher. Il me captait parmi tous les regards et j'y puisais de la force et du courage pour parler devant vous. J'y prenais appui. C'est étrange pour moi ce soir de ne pas savoir où regarder. C'est avec elle que je parlais en aparté après, car sa bienveillance et sa délicatesse me chargeaient d'énergie et de confiance. Je pense à elle ce soir et elle ne quitte pas mon cœur, c'est Anne Dufourmentel. Elle nous a quittés il y a presque 1 an et elle nous manque énormément. Anne était une amie des rencontres philosophiques. Elle nous a accompagnés depuis le début. Elle a fait partie de notre jury et elle a été un fidèle soutien. Je voudrais donc, avant que cette soirée commence, lui dédier cette soirée au nom de toute l'équipe des rencontres philosophiques de Monaco et des membres du jury, parce qu'on pense à elle et qu'on ne l'oublie pas ce soir. Je voudrais aussi vous dire combien Anne m'a encouragée dans cette entreprise des rencontres philosophiques et combien elle m'a encouragée à croire en moi, à oser écrire, à oser mêler ensemble toutes mes passions, celle pour la philosophie à celle du cheval, à celle de la psychanalyse, à celle de la poésie, et à me sentir plus libre. Je sais qu'elle a aussi marqué beaucoup d'entre vous qui ont pu découvrir son travail lorsqu'elle est venue à Monaco pour plusieurs conférences ou en tant que membre du jury, et donné à certains d'entre vous l'envie d'aller au cœur de la vie sensible et affective et de ses profondeurs.
parce que Anne, même lorsqu'elle parlait devant des centaines de personnes, donnait toujours le sentiment qu'elle nous parlait en secret. Elle pouvait faire tomber les préjugés ou les a priori avec grâce et délicatesse. Il m'est impossible de vous résumer ce qui fait la puissance de son œuvre. Je vous invite à la découvrir, à la lire ou à la relire. Et pour lui rendre hommage ce soir, je souhaite seulement faire un serment de fidélité et d'amitié et faire vivre dans les rencontres philosophiques ce qu'elle nous a légué, et ce, afin de faire résonner en nous sa voix si singulière, cette voix qui, j'en suis sûre, nous accompagnera toujours. Je vais lire un extrait d'un de ses textes, publié dans une revue de psychanalyse. L'hospitalité. Ainsi, l'hospitalité, concept sous la protection duquel je placerai la psychanalyse tout entière. L'hospitalité est devenue une des entrées du purgatoire. À qui va-t-on étendre sa pitié, sa reconnaissance, sa méfiance écartée? D'emblée, elle pose la question de ceux qui la méritent et ceux qui ne la méritent pas. Se questionner sur les conditions de l'hospitalité n'a jamais été aussi important. L'hospitalité, avant d'être une pensée, est un acte, un pur événement. Entre et sois le bienvenu, toi que je ne connais pas. L'hospitalité, comme le pardon, s'adresse inconditionnellement. Elle décrit, plus qu'une figure, un espace où cet acte d'invitation peut avoir lieu. Cet espace, je crois, est le lieu même de la pensée. Penser de même qu'écouter, c'est accueillir l'autre en soi, comme possibilité même d'être soi. Acte de rencontre et de reconnaissance, elle nécessite au moins deux personnes et un espace où avoir lieu. Si l'hospitalité dans son essence est inconditionnelle, de fait, toute société humaine, l'hospitalité est réglée par des lois. C'est cette tension irrésolue entre hospitalité inconditionnelle et les conditions données à l'acte d'hospitalité que Derrida nous a permis de penser autrement. Cette loi immémoriale nous rappelle la condition première, exilique de l'humanité. La règle d'hospitalité inconditionnelle constitue peut-être ce rappel très concret, très impératif et immédiat du fait que celui qui reçoit peut à son tour, du jour au lendemain, être jeté sur la route et avoir besoin d'asile. L'acte d'hospitalité interroge en nous ces frontières toujours mobiles où l'étranger apparaît et nous convoque à répondre. Quelles sont les conditions pour qu'un acte d'hospitalité ait lieu? À cette question, il n'y a que des réponses singulières. Je peux, pour ma part, évoquer un fragment de cure qui m'a marqué, car il m'a été très difficile de comprendre ce qui se passait. J'ai dû faire hospitalité à la pénombre dans laquelle j'étais, et ma patiente aussi, et ne pas tenter de l'éclairer par un savoir rapporté, mais m'appuyer sur la confiance étrange et absolue que j'avais de la délivrance possible de l'emprise terrible dans laquelle se trouvait cette personne. Je n'ai entrevu qu'après coup l'importance de ce processus intérieur par une lettre envoyée 2 ans après la fin de la cure par ma patiente et qui tentait de mettre des mots sur ce qui s'était passé pour elle. Elle était ce qu'on peut appeler une femme battue, au sens physique et moral du mot, et pendant les premiers mois de l'analyse, j'avais le sentiment d'être le témoin impuissant de cette situation atroce. Elle excusait son bourreau de toutes les façons possibles, noyée dans le chagrin terrifiant de cet homme dont elle ne voulait pas voir l'abjection. Puis un jour, elle m'a dit « Voilà, c'est fini, il ne me touchera jamais plus. » Et de fait, c'est ce qui est arrivé. Elle a mis 1 an encore avant de se séparer définitivement de lui, mais il ne l'a plus jamais molestée ni harcelée. De cet événement, elle a pu dire seulement « Tout à coup, j'ai réalisé qu'on ne battait pas une femme, jamais. Et dans ce « une femme », il y avait l'universel de la dignité humaine. » Dans cette lettre, elle écrivait « Vous m'avez prêté dans votre écoute une force que je n'avais pas.
un horizon auquel je ne croyais plus et une dignité que j'avais depuis bien longtemps abdiquée. C'est ce qui m'a permis un jour de m'appuyer sur un principe universel. On ne peut attaquer dans sa chair ni une femme ni un enfant. Et ce fut mon premier refuge. Notre naissance constitue le premier acte d'hospitalité, pas psychologique, mais ontologique, existentiel. Nous venons d'un autre, nous sommes portés dans une constitution même par une mère. Dans ce cas, l'hospitalité première vient avec la naissance. Elle est la condition même de la vie. D'autre part, nous sommes des êtres promis à la mort, et l'hospitalité, face à cela, nous rappelle que des êtres mortels, que notre finitude fait de nous des passeurs ici-bas. L'hospitalité, en conséquence, est aussi enracinée dans l'expérience de la mort, du lâcher-prise, de l'abandon, de tout ce que vous avez aimé, acquis, imaginé. L'impératif de l'acte d'hospitalité, selon Jan Patočka, ne fait sens que si cet acte n'appartient ni à l'hôte invitant, ni à l'arrivant, mais au geste par lequel l'un accueille l'autre. Elle est devenue utopique parce qu'elle fait droit à l'autre, à cet invité toujours inquiétant et non annoncé qui constitue l'un des spectres de notre début de siècle. Si créer du temps en hébreu est l'équivalent de inviter, cela signifie que pour produire du temps, il faut être au moins deux. La psychanalyse a fait hospitalité à la folie, offrant un espace où le médecin, pour la première fois au temps de Freud, s'effaçait pour laisser le patient devenir à son tour son propre médecin. Le temps de la séance est un temps où l'hospitalité fait accueil à ce que le sujet ignore, à savoir son désir. Et ce mouvement d'hospitalité inconditionnelle, dont la seule règle est de dire tout ce qui vient, se fait l'espace d'une traduction inédite. Ce que l'on ne peut espérer d'une analyse au terme de cet acte, ce que l'on peut espérer d'une analyse au terme de cet acte d'hospitalité est de l'ordre de la compassion, c'est-à-dire la possibilité d'accueillir l'inespéré, étant entendu que l'inattendu, c'est ce qui précisément fait horreur à la névrose. Freud disait que le but d'une analyse, c'est aimer et travailler. Réponse à jamais magnifique, à condition de ne pas oublier que ce travail est un lent désentravement, qu'il nécessite la reconnaissance de ces loyautés qui nous travaillent, ces adorations qui nous captivent, ces haines qui nous annihilent, et ces archives déposées en nous comme le rappel fantomatique d'un âge sans oubli. Travailler, en ce sens, c'est aussi métaboliser, transformer, créer. Et pour nous, analystes, c'est croire en la capacité de retourner le passé érigé en fatalité, en créativité, en acquiescement de la vie. Voilà. Je vous remercie. Merci Charlotte. Non, ce n'était pas trop long. J'ai vu l'interrogation. C'est l'heure de la conférence. C'est l'heure de la conférence qui va être faite par un philosophe, un drôle de type, à vrai dire, Emanuele Coccia, un chercheur d'origine italienne qui est docteur en philosophie médiévale. Aujourd'hui, il est maître de conférence à l'EHESS, l'École des hautes études en sciences sociales, mais Emanuele Coccia, quand il était encore plus jeune qu'il ne l'est aujourd'hui, est passé dans un lycée agricole. Et il semblerait que ses études effectuées dans un lycée agricole aient laissé sur lui une empreinte absolument indélébile et l'ait rendu particulièrement, merveilleusement sensible au vivant. Coccia considère, Coccia qui est l'auteur de 3 livres, La vie des plantes, lauréat donc des rencontres de l'année dernière, et avant ça, La vie sensible et Le bien des choses, je pense que Coccia estime qu'il n'y a pas d'objet noble d'un côté et d'objet dérisoire de l'autre côté en philosophie. Tout est digne de réflexion et d'émerveillement, a fortiori tout ce qui concerne le vivant. Et Coccia considère que le végétal, qui est partout, mais qui est nulle part dans la pensée, a été victime d'une sorte de scandaleux snobisme métaphysique. D'où
La vie des plantes, une métaphysique du mélange, son ouvrage qui a été récompensé, qui est publié chez Payot, Rivage Payot, je vous incite à lire, et d'où la conférence d'Emanuele Coccia sur qu'est-ce que la philosophie. Venez, allez, andiamo. Emanuele Coccia. Là. Merci. Je suis désolé de vous informer que la question formulée par les titres n'aura ce soir aucune réponse. Elle restera un secret. C'est pas par moi que vous allez apprendre l'essence de la philosophie. Je passe les témoins au prochain lauréat. Donc il vous faudra attendre un an de plus pour satisfaire votre curiosité. Je suis trop jeune pour vous livrer ces secrets et surtout, je ne dispose pas de l'éducation nécessaire pour les faire. Je n'ai pas fait des grandes écoles. Je n'ai jamais été un ancien élève d'une école normale au sens littéral et figuré. J'ai un parcours scolastique et académique assez décossu et erratique, disséminé comme il l'a été entre différents pays, différentes écoles, et éparpillé entre disciplines qui n'avaient rien à faire l'une avec l'autre. De la théologie à la botanique, de la philologie latine à la haute culture, de l'entomologie à l'histoire du droit. Je ne saurais pas vous dire ce que c'est la philosophie. Je peux toutefois vous dire d'où, ou plutôt par où, à travers quoi, elle est rentrée dans ma vie. Je n'ai pas fréquenté les bonnes écoles, donc mon premier rapport avec elle n'a pas pris la forme d'une rencontre avec un maître ou un livre. J'ai toujours été un gamin impatient et très inquiet, et ce n'est ni par une vision mystique, ce n'est ni une vision mystique, ni la conversion face à un discours d'un sage qui m'y ont amené. C'est à travers une image que la philosophie s'est installée dans mon existence, un peu comme un migrant venu d'un ailleurs dont je ne soupçonnais pas l'existence. C'est dans l'expérience rendue possible par une photo qu'elle s'est cristallisée, non pas comme une activité parmi les autres d'un sujet déjà constitué, mais comme la structure de toute relation au monde, la forme d'ouverture du moi à ce qui l'entoure, surtout à soi-même. La photo en question est une image en noir et blanc, jaunie par les temps. Elle représente deux petits enfants blonds qui gambadent et gigotent sur un pré. Les bébés doivent avoir à peu près 1 an car leur marche est très incertaine. L'un, habillé avec un jean et un t-shirt blanc à rayures noires, est juste au centre de l'image. Il regarde la caméra avec un air sûr et défiant, les bras écartés, comme pour mieux se balancer vers l'observateur. L'autre est derrière lui, d'1 mètre ou 2, habillé quant à lui d'une salopette de jeans. Il semble s'efforcer de rejoindre les premiers le plus vite possible et comme sur les points de tomber au sol. Éloigné de 2 enfants, sur les fonds à droite, une femme est assise et s'adresse à une autre figure qui reste en grande partie hors champ. Je n'ai aucune idée où cette photo a été prise. Elle traînait à la maison depuis mon enfance et elle était l'objet d'un exercice particulier pendant ces soirées étranges et surréelles qui relèvent désormais de l'archéologie du quotidien, qui s'écoulaient dans la contemplation d'images de famille, en feuilletant des albums photos ou en projetant des diapos. Je ne suis pas si jeune que ça. Mes parents, ma mère surtout, la gardienne des images de la mémoire domestique à la maison, la prenaient souvent dans ses mains pour nous expliquer et jouer avec nous une sorte de version inversée du jeu « Qui était-ce ?» Les 2 enfants représentés étaient en effet moi et mon frère jumeau. Et si l'exercice était nécessaire, c'était parce que dans la réalité comme dans l'image, tout le monde nous confondait, nous-mêmes avant tous les autres. Pendant des années, j'ai été habitué à répondre indifféremment à l'appel de mon nom ou de celui de mon frère. J'étais, selon les occasions et les personnes, le vrai Emanuele, ou les Emanuele qu'on avait confondu par être Matteo, ou les Matteo qu'on avait confondu par être Emanuele. Cette photo était censée avoir une fonction thérapeutique, celle de ramener un ordre identitaire dans nos esprits et enraciner ce même ordre dans une généalogie optique et morphologique très rigoureuse. Tu vois, tu étais celui-là, les visages ovales. Ton frère, par contre, a les nez aplatis. Alors, cette prosopographie visuelle de soi, malgré les nombres de fois que nous a été imposée, servait à peu de choses. À chaque fois, il fallait recommencer, se livrer à nouveau à cette herméneutique physiognomique un peu lemrusienne et un peu débile,
faire l'effort de distinguer un visage de l'autre, de se reconnaître dans un corps plutôt que dans l'autre, d'ancrer sa mémoire dans des souvenirs clairs et distincts. C'était un peu, si vous voulez, la célébration rituelle de l'impossibilité de ce que Lacan avait nommé les stades du miroir. Les regards de l'autre, au final, n'arrivaient jamais à toucher les moi. Malgré sa répétitivité, cet exercice m'amusait beaucoup, et justement à cause de son échec à la fois désespérant et nécessaire. J'adorais me retrouver dans l'évidence de ne pas savoir qui j'étais. J'adorais me confondre avec l'autre et j'adorais surtout me cacher derrière l'identité de l'autre, notamment celui de mon frère. Il y avait dans cet exercice quelque chose d'insaisissable et dénigrant que j'ai compris seulement plus tard, très tard. Parti de la maison pour faire des études, ayant quitté l'Italie très jeune, j'ai très vite oublié la photo et les curieux exercices spirituels dont elle était la plan et la carte. Jusqu'à il y a quelques mois, quand en rentrant chez mes parents avec ma fille, qui devait avoir à peu près le même âge que moi et mon frère dans cette image, j'ai remarqué cette photo, aujourd'hui encadrée, qui trônait sur les escaliers de leur maison. C'était pour moi une Madeleine à la fois très hilarante et très troublante. J'étais franchement surpris et diverti de voir qu'il était encore une fois impossible de retrouver et reconnaître mon visage à moi et exclusivement à moi, mon passé, mon enfance, et de ne pas pouvoir dire à ma fille, dans ces documents pourtant si faciles à lire, où je me trouvais, dans quel des deux corps d'enfant j'étais en train de marcher. C'était troublant, même très troublant, car mon frère étant mort, c'était comme faire face encore une fois à l'impossibilité de partager visuellement nos destins, à faire les deuils nécessaires, à séparer clairement sa mort de ma vie. Comme si, au fond, l'inconscient qui mêle tout était non pas dans les sous-sols de mon esprit, mais en face de moi, de n'importe quel autre humain, sous le soleil, trop visible, aveuglant. Je me suis longtemps interrogé sur la nature et l'essence de cet étrange désarroi quotidien, des actes les plus banals de l'autoconscience, je suis, que cette image avait transformé en exercice spirituel et un destin face à mes yeux. Et si on me demandait qu'est-ce que la philosophie, ma réponse, précaire, provisoire, serait celle-là. La philosophie, d'une certaine manière, n'est pas ou n'a pas été pour moi que la tentative d'étendre, répéter et surtout de radicaliser la sensation que j'ai toujours eue face à cette image. J'ai longtemps cru qu'il s'agissait d'un goût spécial pour les secrets. Et pourtant, dans cette expérience, rien n'était caché, rien n'était invisible. Au contraire, c'est l'exact opposé d'un secret. Tout est là, visible, et pourtant, personne ne peut savoir. Au mieux, tous en savent trop. Car les problèmes, ce n'est pas ne pas savoir qui j'étais, mais c'est trouver dans la condition de posséder tout d'un coup deux connaissances de soi, deux visages, et de ne pas savoir ou de ne pas pouvoir choisir entre ces deux connaissances ou ces deux visages. Ce n'est pas l'expérience de l'impossibilité de dire moi, mais celle bien plus étrange et difficile à décrire, de pouvoir dire au moins deux fois « c'est moi ». Ce n'est pas l'expérience de l'effacement ou de la disparition de la mémoire de mon enfance, mais au contraire, un dédoublement, la possibilité de l'assigner à un seul corps, l'impossibilité d'assigner à mon corps une seule âme. La philosophie a été pour moi tout d'abord l'intensité de l'ivresse face à cet abîme, à la fois ontologique et moral, dérivé de cet excès de possibilités, toutes également légitimes, toutes également imprécises et surtout instables. Car à tout moment, quelqu'un d'autre, l'autre et les autres, mon frère et d'autres jumeaux, pouvaient arriver et prétendre d'être celui que je croyais être, en image et en réalité. Prétendre de l'être différemment que moi. À tout moment, c'est la partie la plus difficile de l'être jumeau, on pouvait se dire que l'autre incarnait mon être, mais mieux que moi. Cette image exprime quelque chose qu'on a souvent décrit et que l'expérience de la gémellité porte à un état d'évidence palpable. Se rapporter à soi signifie toujours ne pas pouvoir se distinguer de l'autre et se retrouver parfaitement dans les traits du visage de mon frère. Au plus profond de moi, dans les fonds les plus intimes, il y avait toujours les mondes, la réalité extérieure dont mon frère était juste un morceau, un échantillon façonné
par un étrange jeu de destin à mon image et ressemblance. Ou peut-être justement c'était juste moi qui était façonné à image et ressemblance de mon frère, indistinct et indiscernable donc du vaste monde extérieur, de tout ce qui s'est passé de ma peau à l'horizon. Là aussi, les problèmes n'étaient pas les manques de reconnaissance et d'autoconscience possibles, mais son excès. Il y avait du moi à l'intérieur comme à l'extérieur du moi, et ce n'était pas possible de saisir la ligne qui transformait l'introspection en perception, l'organe en instrument, les moi en monde et à l'inverse. L'abîme, en effet, n'était pas et n'est pas que cognitif, car il ne s'agit pas simplement de constater une aporie dans les mécanismes de la reconnaissance. Ce qui était plus effrayant et enivrant était les constats que la vie qui était au plus profond de moi, au fond les plus intimes de mon être, celui qui ne cessait pas de m'engendrer, c'était exactement la même dans l'autre, génétiquement identique. J'ai appris seulement très tard que nous étions hétérozygotes. C'est la contemplation de cette même vie qui est au même temps et avec les mêmes droits ailleurs comme à moi, qui peut vivre partout, à moi et en dehors de moi, qui était pour moi l'expérience originale de toute pensée radicale. Mon corps et les corps de mon frère exprimaient exactement la même vie, donc indéterminé, prostitué et omnivore, capable d'aller partout, de devenir n'importe quelle chose, de se métamorphoser à n'importe quel moi. Cette vie qui tout digère, tout accueille, tout soutient, et semble ne jamais se contenter de la forme qu'elle héberge, cette vie ouverte et indécise, incapable de renoncer à aucun possible, ne semblait pas avoir de limites. C'était quelque chose d'à la fois semblable et opposé à l'expérience qu'une chenille doit faire avant et après sa métamorphose. Là aussi, une même vie, peut-être un même moi, s'étale sur deux vies morphologiquement incompatibles, terrestre l'une, aérienne l'autre. Ici, une même vie s'étale simultanément sur deux corps, sur deux moi, sans qu'on puisse dire qui est la chenille de quel papillon. Cette expérience primordiale et originaire a profondément marqué mon esprit. Il y a comme un instinct, un désir, une force qui me pousse à m'identifier à n'importe quelle chose. Et à ne jamais être sûr qu'il ne s'agisse pas d'un jumeau qui a perdu sa ressemblance, d'une chenille qui est devenue papillon et qui garde la même vie qui est à moi. C'est comme si les jumeaux réels, humains, s'est redoublé constamment dans d'autres jumeaux possibles ou virtuels. Comme si le monde entier n'était pas que l'énorme palette d'une gémellité diffuse, non plus biologique ou astrologique, mais terrestre, concrète, existentielle. Non seulement cet ami, cette femme, cet homme, mais aussi la terre, l'eau, les poulets que j'ai mangés à midi, l'ordinateur sur lequel j'ai écrit cette conférence, mon téléphone, l'argent, l'air que nous respirons, sont des jumeaux ou des jumelles anicoliques, des jumeaux cosmiques métamorphosés qui expriment une même vie et un même souffle. J'ai longtemps cru et combattu cette tendance comme une pathologie, même très grave, et d'une certaine manière elle l'est. Je vous ai déjà dit, je ne suis ni normal ni normalien. C'est tout d'abord une pathologie morale. Il y a une malédiction sociale et affective des jumeaux. Celle d'avoir goûté les fruits interdits de l'amour, l'intimité absolue avec quelqu'un, sans être passé par une histoire, une expérience, un déroulement fatigant et rugueux des rendez-vous, des litiges, des retrouvailles, des promesses. L'intimité avec un jumeau est à la lettre préhistorique. Et la plus grande difficulté de ma vie a été d'accepter que cette même intimité est les cadeaux qui arrivent au bout d'un chaînon de partage. Et ce n'est pas sans présupposé. Ce qui est plus étrange, c'est comprendre à quoi l'éros se différencie des restes de relations si cette intimité, on l'a eue avec son propre frère. J'espère vraiment qu'il n'y a pas de psychanalystes dans la salle. C'est comme si les mythes de Diotime étaient multipliés et élargis de manière disproportionnée, comme si la moitié de soi-même était partout, dans toute femme et tout homme, dans toute chose, dans tout événement. C'est probablement pour cette raison que je tombe amoureux de tous et de toutes. Ce n'est pas une forme d'enthousiasme superficiel. J'ai toujours l'impression de retrouver un double de moi, partout. Comme si la philosophie ne pouvait qu'être un éloge radical du polyamour. Je tiens à vous rassurer, je suis sous analyse. Sur les plans ontologiques, le risque, c'est de confondre la doctrine du monde, la cosmogonie, avec l'extension de son sentiment de toute puissance. Et pourtant,
Reconnaître dans n'importe quel objet un jumeau potentiel, c'est l'exact opposé de la volonté de s'en approprier et de le dominer. Cela ne veut pas dire projeter sur lui notre personnalité, mais au contraire nous obliger à faire de tout objet une source pour la connaissance de soi. Dans un univers à gémellité universelle, pardonnez-moi la formule, tout acte de connaissance de soi doit passer par la connaissance de l'autre, ce qui est un jeu dans la connaissance du monde et les savoirs sur soi. D'autre part, si toute chose est un autre moi, elle a les mêmes droits et les mêmes secrets que notre inconscient revendique et héberge. Reconnaître qu'il y a une gémellité cosmique qui traverse toute chose, affirmer que nous sommes tous des jumeaux ou des jumelles qui ont perdu ou remanié leur ressemblance, ne veut pas dire, ou pas simplement, que le monde est un double et nous renfermer dans la dialectique épuisée des correspondances entre les macrocosmes et les microcosmes. Il n'y a plus un seul double de nous dans le monde, tout est plutôt l'acte des redoublements de tout. Reconnaître la gémellité cosmique signifie affirmer qu'il y a des doubles des autres à moi, des traits identiques que j'avais jamais soupçonnés et que la rencontre avec l'autre à la fois révèle et ressuscite. Au-delà de la pathologie, au-delà de mes troubles et de mes deuils, la gémellité n'est pas un hasard biographique accidentel réservé à quelques-uns parmi les humains. Elle est seulement l'évidence la plus intense de quelque chose de plus profond et de plus vaste, la forme condensée de la relation qui relie toutes les femmes et tous les hommes, toutes les espèces, tous les êtres. Mais surtout, elle n'est pas un lien purement généalogique. Ce n'est pas notre mère ni notre père qui ont fait de moi et de mon frère des jumeaux. Notre mère a plutôt subi notre gémellité au sens littéral, car elle a été obligée à rester au lit pendant 2 mois, vampirisée par les 2 petits poissons humanoïdes qui faisaient la fête apparemment dans son ventre. C'est les mondes qui nous savaient vivre l'un à côté de l'autre, dans un échange perpétuel des liquides, des bruits, des coups de pied, d'espace et des temps dans les grands ventres de notre mère. La gémellité est toujours un fait cosmique et non généalogique. C'est au contraire quelque chose qui, comme un arrêt, un dysfonctionnement de la généalogie, son élargissement horizontal offrait des verticalités arborescentes qu'elle adore. La gémellité est surtout une pratique et pas un destin, quelque chose de plus proche au faire qu'à l'être. En effet, cet échange qui fait que l'un devient l'autre et que l'autre devient les mêmes est un mouvement beaucoup plus présent, incessant, répété de ce que nous imaginons. Il est le souffle de notre univers. Nous produisons de la gémellité en respirant, en inspirant tout ce qui est en face de nous, en les transformant en sang de notre sang, en nous hybridant constamment avec tout ce qui est en dehors de nous. La gémellité n'est pas les constants d'un partage de la même mère et du même père, mais une production extra-généalogique de consanguinité. Elle est l'art de devenir consanguin avec toutes les choses. Nous en produisons en parlant, car les mots que nous produisons sont à chaque fois nos jumeaux. Et en buvant mes mots, vous devenez, au moins pour un instant, mes jumeaux spirituels. À ces moments, personne n'arrive vraiment à se détacher de la pensée, exactement comme chacun de nous arrive à peine à se concentrer dans une boîte qui fait résonner la musique électro. La gémellité est beaucoup plus une contagion virale qu'une structure génétique. Nous produisons de la gémellité en mangeant, en transformant de la chair des autres en notre chair et en faisant de notre chair la réincarnation de notre vie. Elle est moins une ressemblance morphologique qu'une répétition, une réincarnation par chacun de tous les autres corps. En tant que jumeaux cosmiques qui possèdent des milliers de doubles, chacun de nous condense en son corps l'écho des milliards d'individus d'espèces et d'époques différentes. En tant que jumeaux cosmiques, jumelles cosmiques, chacun de nous fait résonner dans chacun de nos gestes toute l'histoire du monde. C'est seulement pour cette raison, seulement parce qu'à chaque fois que nous disons « je suis », nous faisons résonner tous les « je suis » de nos jumeaux et de nos jumelles dans l'univers, seulement parce que grâce à cette gémellité cosmique, notre conscience coïncide virtuellement avec le monde, que nous pouvons l'habiter. La philosophie n'est que la conscience de cette, au moins pour moi, n'est que la conscience de cette gémellité, cet amour des jumeaux et des jumelles disséminés dans le monde, qui ne cesse pas de découvrir qu'ils sont beaucoup plus que juste 2. Merci. Emanuele Coccia, il est unique, mais en est-on sûr? Avant la remise des prix des rencontres philosophiques 2018, un intermède musical avec le Quatuor Ils vont arriver,
le quatuor Monoïkos, formation de musique de chambre qui enchante Monaco depuis 2000. Ils sont 4, évidemment, c'est un quatuor. Où sont-ils? Les voilà. Dans l'ordre d'apparition, Nicole Cureau, premier violon, professeur à l'Académie Régnier 3. Louis-Denis Hoth, deuxième violon, pas par ordre d'apparition, deuxième violon, professeur à l'Académie Régnier 3, Charles Lockey, alto, et Frédéric Audibert, violoncelliste, et lui aussi professeur à l'Académie Régnier 3, interprète le quartet Satz de Schubert. Merci.
Le Quatuor Monoïkos. C'est l'heure des prix. Vous allez me rejoindre. Charlotte Casiraghi, la présidente des rencontres, Robert Maggiori, membre fondateur et président du prix des rencontres philosophiques, ainsi que Joseph Cohen et Raphaël Zaguri-Orly. Quelle allure, les gars, membres fondateurs. Venez, s'il vous plaît, les micros sont là. Alors, on commence par quoi? Le prix lycéen. Le prix lycéen. Le prix On va commencer lycéen. par le prix lycéen. Et c'est... Que va vous présenter Joseph. Merci Bonsoir. Bonsoir. Oui, donc le prix lycéen. Comme vous savez, les rencontres philosophiques de Monaco... Bob. C'est mieux en face. Comme vous savez, les rencontres philosophiques de Monaco ont pour mission d'encourager la réflexion philosophique. Et cette dynamique existe aussi dans les lycées de la Principauté, où chaque mois, nous demandons à une des personnalités que nous invitons de se rendre à la rencontre des lycéens et il ou elle présente dans leur établissement une thématique préalablement choisie avec les professeurs des lycées, monégasques. De ces rencontres, où s'anime le désir d'interroger et de comprendre, se dégage un véritable enthousiasme pour la pensée philosophique dans sa pratique la plus vivante, la plus concrète, la plus exigeante aussi, le dialogue et la transmission. Les membres fondateurs donc, des rencontres philosophiques de Monaco, en étroite collaboration avec la direction de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ainsi que les professeurs de philosophie, se réjouissent vraiment de ces échanges avec les lycéens qui montrent que quand s'établit un dialogue reposant sur un savoir pédagogique, le respect des opinions et des interrogations des jeunes élèves, la philosophie remplit entièrement son rôle. Le prix lycéen des rencontres philosophiques de Monaco a vu le jour dans la continuation de ce dialogue. Et donc chaque année, nous avons décidé de coordonner un concours de la dissertation. Cette année, les lycéens ont planché sur la question « Y a-t-il des violences légitimes ?» Y a-t-il des violences légitimes? Alors lorsque nous avons remis au lycée technique de Monaco le mardi dernier, 5 juin, le prix lycéen, je disais aux lycéens donc qui avaient participé à ce concours de la dissertation philosophique, ils étaient cette année plus d'une trentaine, à quel point je pensais, à quel point nous pensions qu'ils représentent un véritable espoir pour nous tous. Je veux le redire ce soir, car je suis convaincu qu'ils sont les porteurs d'une exigence et d'une responsabilité profonde envers la nécessité de créer, d'inventer face aux crises qui affectent notre contemporanéité, que nous voyons se manifester en Europe, en Amérique, au Moyen-Orient, dans le monde, d'inventer de nouvelles formes pour un monde plus juste et plus éthique. Évidemment, les copies étaient très bonnes, excellentes. Nous avons réservé 5 finalistes, mais il y a un gagnant que j'aimerais accueillir ce soir, lui demander de nous rejoindre. Il s'agit de Hugo Giacardi, qui est en terminale S3.
au lycée Albert Ier. La dégaine. Après. Alors bonsoir à toutes et à tous. C'est avant tout un immense honneur de me voir décerner ce prix lycéen des rencontres philosophiques de Monaco. Je remercie très sincèrement toute l'équipe des rencontres philosophiques, y compris mademoiselle Kaziraghi. Donc ce concours fut pour moi une opportunité pour m'intéresser au problème de la violence. Une violence omniprésente dans le monde dans lequel nous vivons. Qu'elle soit politique, qu'elle soit naturelle, économique, ou bien encore le problème du terrorisme, qu'elle soit légitime ou illégitime, une violence qui est aussi diffusée à outrance par les médias, ou bien encore par les réseaux sociaux. Ce concours fut donc une initiative, une tentative de ma part pour tenter de toucher le problème de la violence, avec ma nouvelle pensée philosophique acquise tout au cours de cette année de Terminal S. En répondant à la problématique, y a-t-il des violences légitimes? Je dirais que ce prix, ce concours, et plus généralement les rencontres philosophiques de Monaco, n'ont fait que m'encourager, plus encore, à poursuivre mon intérêt pour la philosophie, que ce soit seul chez moi devant un livre, devant une œuvre philosophique, ou bien encore l'année prochaine pour mes études aux États-Unis. Je terminerai donc ce très bref discours par une citation que j'ai découverte par le biais de mon professeur de philosophie l'année dernière et que je tiens très à cœur. Primum vivere, deinde philosophari. Vivre d'abord, puis faire de la philosophie. Merci. Ben, je sais pas. Qu'est-ce que vous lui donnez? C'est quoi le prix? Qu'est-ce que c'est le prix? Il a déjà été donné. Ah oui. Bon, c'est un beau programme pour une bonne vie. Bravo. Robert, nous avons... Vous savez ce qui se passe maintenant? Nous sommes très gourmands. On n'a pas Oui. simplement fait un prix pour les lycéens. Oui. On a fait aussi un prix pour une maison d'édition qu'on appelle une mention honorifique, dont va vous parler Raphaël. Je suis pas sûr que ce soit l'ordre, mais... C'est pas l'ordre, vous bouleversez l'ordre. C'est pas du tout l'ordre, Robert. C'était le moment d'appeler une jeune immortelle qui est avec nous. Voilà. Bravo, Robert. On efface ce qu'on vient de dire. De toute façon, il faut bien un peu improviser, Il faut un sinon on peu de rigole pas. fantaisie. Non, je devais vous présenter le jury normalement. Ah oui, c'est vrai. Mais avant de vous d'abord présenter le jury c'est celui donc qui choisit. Je vous présenterai les membres tout à l'heure. Vous avez bu, Robert? Mais je sais ça. Enfin. Robert, une jeune immortelle. Mais je sais. Elle est Mais là. arrêtez, je faisais des circonvolutions exprès. Donc avant de vous présenter les membres du jury, nous comptons. Les membres du jury, c'est ceux qui choisissent effectivement le prix. Donc le prix, l'ouvrage qui sera primé tout à l'heure. Mais nous comptons parmi nos membres quelqu'un auquel nous sommes tous très attachés et qui vient effectivement d'être distingué. C'est quelqu'un qui a commencé par être grec, puis ensuite elle a été corse, ensuite elle a habité Babel, elle a fait des expositions UCEM dernièrement. C'est une femme remarquable et qui vient d'être élue à l'Académie française. Donc c'est la 5e femme, je crois, c'est la 5e femme qui va siéger à l'Académie avec Hélène Carrère-Doncos, Florence Delay, Assia Djebar, Daniel Salnave et Dominique Bonnat. Donc j'appelle la nouvelle académicienne Barbara Cassin. Merci. Je suis très émue, pas d'être académicienne, mais d'être ici à vous parler de maisons qui me tiennent à cœur. Et dans ce cadre, puisqu'il s'agissait dans le colloque de parler de maisons,
Charlotte a ouvert cette soirée d'une phrase d'Anne Dufourmentel: « L'hospitalité est devenue une des entrées du purgatoire ». Moi, je vais la compléter d'une autre phrase d'Hannah Arendt: « Manifestement, personne ne veut savoir que l'histoire contemporaine a engendré un nouveau type d'êtres humains, ceux qui ont été envoyés dans des camps de concentration par leurs amis et dans des camps d'internement par leurs ennemis. » Par leurs ennemis. C'est pas du tout ça. Dans des camps de concentration par leurs ennemis, vous l'avez rectifié, et dans des camps d'internement par leurs amis. Bon. Cette phrase, jointe au nombre de morts en Méditerranée, fait qu'il me semble que nous devons faire quelque chose. Et que chacun doit faire quelque chose avec les moyens du bord. Eh bien, c'est des moyens du bord que je vous propose, là, le plus vite possible. Je voudrais vous parler de ce que nous sommes en train de faire surgir de terre, je voudrais vous parler dans cette magnifique maison et hospitalière maison de Monaco, de maisons qui n'existent pas vraiment, qui sont plutôt un réseau de lieux et d'actions, mais qui ont un nom, Maison de la Sagesse, traduire. Maison de la Sagesse parce que, au fond, elle renvoie à ce qui s'est passé à un moment donné de l'histoire, au IXe siècle à Bagdad, les Bayt al-Hikma, où se réunissaient tous les savants, toutes les langues, toutes les religions, toutes les sciences, où passaient les savoirs et s'accroissaient les savoirs les uns par les autres, et toutes les générations aussi, autour du calife Al-Mamoun. C'est là que se sont fabriquées, disons, nos langues et nos sciences. Et cela s'est fabriqué autour d'une pratique, celle de la traduction. Et si je rentre à l'Académie française aujourd'hui, c'est à cause d'elle, à cause de cette pratique de la langue et de l'entre-langue, du rapport entre les langues. Cette pratique de la traduction, pourquoi est-elle si importante? Parce que c'est à mes yeux le bon modèle pour les sciences humaines, un savoir-faire avec les différences. Dans ces maisons de la sagesse que nous voudrions faire sortir de terre aujourd'hui, au XXIe siècle, donc elles n'ont pas nécessairement des portes et des fenêtres, c'est un réseau de lieux et d'actions. Eh bien, centré autour des réfugiés, centré autour des migrants, centré autour de ceux qui n'ont pas de maison. Je voudrais vous décrire très brièvement 3 actions que nous menons, d'une part à Aubervilliers, d'autre part à Marseille, et peut-être bien ailleurs. Donc, première action, l'accueil. Comment est-ce qu'on accueille quelqu'un qui débarque, un migrant? Eh bien, on lui demande de remplir des questionnaires, des questionnaires, des questionnaires. Et ces questionnaires, ils sont empreints de questions, quand on réfléchit bien, folles. Par exemple, on demande à une femme syrienne si elle est mariée, si elle est pacsée, ou si elle est divorcée. Bon. On demande à quelqu'un qui arrive, par exemple, un Sonenké, qui arrive du Mali, on lui demande sa date de naissance. Il n'en a pas, il est né vert. Né vert. Bon, on lui demande son nom et son prénom. C'est pas tout à fait comme ça. Donc, nous réfléchissons à ce qu'il y a sous les questions qu'on peut traduire, ce qu'il y a entre les mots. Quelle culture nous imposons, nous croyons universelle, etc. Donc, j'appelle cette action glossaire de la bureaucratie française, allemande, tout ce que vous voudrez. Bon. C'est la première action, l'action d'accueil. La deuxième action, c'est l'action, je dirais, qui a trait à l'intégration. Et là, nous voulons faire bouger à la fois l'idée de banque et l'idée de musée. Nous proposons des banques culturelles, des banques musées. Autour d'un microcrédit, quelqu'un apporte un objet qui représente son parcours de vie, des objets migrateurs, et il les raconte. Et bon, ce serait trop long à expliquer, mais c'est ça que nous avons commencé à faire à Marseille. C'est absolument extraordinaire et bouleversant. Et la troisième action, je vais très vite, c'est une action directement philosophique, philosophante, qui est de réfléchir sur ce qui bloque le plus. Eh bien, ce qui bloque le plus, c'est, me semble-t-il, les religions au sens où elles sont hypertrophiées. Et nous travaillons sur les intraduisibles des 3 monothéismes. Comment dit-on Dieu dans la Torah, dans la Bible, dans le Coran? Comment dit-on l'autre? Comment dit-on croire? Réfléchissons, croisons ça. Et voyons si ça passe et si ça ne passe pas, et comment ça ne passe pas. Pourquoi est-ce que les Juifs n'écrivent pas Dieu? Pourquoi est-ce que et comment? Bon. Voyons tout cela. Et c'est autour de ces 3 actions, vous voyez, qui sont selon 3 temporalités.
l'accueil, l'intégration et, disons, le recul critique, la réflexion sur ce qui bloque le plus. C'est autour de ces 3 actions que je voudrais que nous bricolions avec nos moyens, tous ensemble, des maisons de la sagesse traduire. Et je conclus d'un mot, entre. Entre les mots et entre. Intrare et inter. Merci. Merci Norma. Merci beaucoup. Bon. Je suis très content quand même pour nous tous, mais ce qui m'embête un peu, c'est que maintenant elle va être immortelle et pas moi. Et ça, c'est très ennuyant et très ennuyeux en même temps. Bon, donc avant de vous présenter les membres du jury, je dois quand même remercier tous ceux qui nous aident et qui rendent possible effectivement ces rencontres. Donc dans l'ordre, je voudrais remercier le gouvernement de la Principauté de Monaco, le ministre d'État, donc M. Serge Tell, la direction des affaires culturelles qui nous assiste toujours avec M. Cureau et son adjointe, Mme Gamère-Dinger, la direction de l'éducation nationale avec laquelle on a des rapports extrêmement étroits, donc avec Mme Bonal, et puis les professeurs de philosophie, en particulier M. Vinci qui coordonne effectivement les ateliers pour le lycéen. On doit remercier évidemment le musée océanographique pour leur accueil effectivement à Monaco, et M. Calcagno justement, mais aussi à Paris, à la Maison des Océans, où nous avons fait cette année 3 disons ateliers, c'était pas exactement pareil, mais 3 disons interventions, nous allons les continuer. Ensuite, le nouveau musée national de Monaco et sa directrice, bien évidemment, Marie-Claude Beau et toute l'équipe, pour cette journée qui a eu lieu aujourd'hui, donc à la Villa Paloma. On a fait la maison de la philosophie. Le pavillon Bozio, et en particulier Axel Terrier, qui est étudiante diplômée donc en 2017 pour sa performance, et la scénographie qu'elle a faite à la maison de la philosophie aujourd'hui à la Villa Paloma. Et enfin, notre partenaire Mont-Blanc, sur lequel je voudrais quand même m'étendre un petit peu, parce que je crois que sans ce concours de Mont-Blanc, on n'aurait pas fait grand-chose. Et puis je trouve qu'il y a entre Mont-Blanc, c'est Mont-Blanc, si je fais un jeu de mots ridicule et stupide, qui nous a fait quand même gravir pas mal de pentes et de difficultés dans cette entreprise. Et donc nous les remercions tous de tout cœur pour le soutien, qui est un soutien à la fois discret, efficace, et qui pour nous effectivement est essentiel. Et donc je voudrais remercier Madame Stéphanie Radl qui incarne ici Mont-Blanc. Je vous demande d'applaudir. Your Highness, ladies and gentlemen and members of the jury, on behalf of Mont-Blanc, it is both an honor and a pleasure to be here today and to present 2 prestigious winners to 2 very deserving winners from a short list of outstanding work and publishers. The written word is the backbone of human civilization and instinctively linked to philosophy and its existence. With its origin in the art of writing and the art of writing culture, Mont-Blanc has been a supporter of Les Rencontres de Philosophique for the past 3 years. One of the few programs which are dedicated to nurture philosophical thinking of today. The success and popularity of this event is proof that philosophy continues to be crucial and critical for the human thinking of today. It helps us to understand who we are in society and to address some of the most important topics of today. I'm certainly inspired by all of the work which has been presented by the finalists. Without any further delay, we will now start to present the prizes, and congratulations to all of you, and thank you for giving us this opportunity to be here tonight, and thank you. Alors, le jury, maintenant. Le jury. Bob. Maintenant, on va appeler les membres du jury. Ça fait 4 fois que je le dis, mais je les ai toujours on pas y va fait. maintenant. Donc, je voudrais dire un mot quand même sur le jury, parce que ce sont tous des philosophes variés, d'orientations différentes. Il y a des logiciens, des métaphysiciens, des philosophes politiques, des spécialistes de ceci, des spécialistes de cela, et qui ont créé comme une communauté d'amitié quand même. Le travail du choix des livres est très difficile.
Nous partons par 200 livres, puis ensuite il faut arriver à 5, et c'est quand même extrêmement difficile. Donc ils ont discuté, les discussions sont passionnantes. Ensuite, ils ont voté. Le vote est aussi passionnant. Je voudrais dire que nous n'avons pas le droit de vote, même pas moi le président, je n'ai pas le droit de vote, sauf en cas d'égalité. Voilà, donc nous n'avons pas le droit de vote. Maintenant, je vous demande d'accueillir les membres du jury. Paul Audy. Ali Ben Maklouf. Catherine Chalier. Claire Marin. Sandra Logier. Un peu par là. Elisabeth Rigal. Patrick Savidan. Et Madame Barbara Cassin qui rehausse notre académie. Normalement, c'est toi. Voilà, on va laisser la place à Raphaël qui va vous parler donc de la mention honorifique. Merci, bonsoir. Nous sommes extrêmement heureux et honorés de remettre cette année, et pour la 3e fois, la mention honorifique pour une maison d'édition française qui se sera particulièrement distinguée dans la publication d'ouvrages de philosophie. Cette année, nous avons décidé de décerner cette mention à une grande collection créée en 1964 par Jean Garnier et Henri Flammarion. Vous aurez tous reconnu la collection GF, qui regroupe aujourd'hui plus de 1000 ouvrages, accompagnés d'appareils critiques remarquables, ainsi que de très nombreuses traductions de classiques de l'histoire de la philosophie. Au nom de toute l'équipe des Rencontres philosophiques de Monaco, ainsi que de son jury, nous remettons la mention honorifique pour une maison d'édition à la collection GF, et j'appelle Maxime Catroux, directrice littéraire aux éditions Flammarion. Merci à tous. Bonsoir. Je pose ce merveilleux outil. Pardon. Bonsoir à tous et merci. Je voudrais commencer quelques mots très brefs. D'abord, pour vous remercier tous de 2 jours d'une qualité, d'une densité vraiment exceptionnelle. J'ai passé une journée aujourd'hui depuis 9h, même 8h30 ce matin, très très remarquable et qui restera dans ma mémoire longtemps. Et je voulais commencer par vous en remercier tous. Ensuite, je voudrais aussi vous remercier d'avoir distingué la collection GF et son émanation, GF Corpus Philosophie, et vous en dire quelques mots de cette collection. Qu'est-ce qu'un GF? Un GF, c'est un livre de poche avec une physionomie très particulière qui peut être un peu impressionnante, en tout cas qui l'a été pour moi, comme pour beaucoup des éditeurs et des éditrices qui y ont travaillé. C'est donc un livre de poche, un établissement de texte, une introduction, des notes de bas de page, souvent beaucoup, très fournies, une bibliographie et un index. Bref, un appareil critique. C'est quand on commence à devenir éditeur, un travail dont on se dit qu'il est un peu comme le chat d'une aiguille. Vous réussissez à emprunter le passage le plus étroit, le plus ardu, et peut-être quelque chose qui ressemble un peu au royaume des livres s'ouvre à vous petit à petit. C'est une collection qui est une école de rigueur, de précision et de patience.
surtout de patience, parce qu'un GF peut mettre très très longtemps à se faire et à être présent dans une librairie pour finir présent entre vos mains, j'espère. Par exemple, il nous a fallu près de 25 années pour éditer Platon. On a fait retraduire tout Platon par une équipe des meilleurs spécialistes. Et au terme de ces 25 années, où les dialogues les uns après les autres ont été retraduits, on a pu faire des œuvres complètes en un volume de Platon, puis d'Aristote. Et on s'apprête à faire la même chose dans les années qui viennent, si Dieu veut, pour Kant, pour Nietzsche, pour d'autres auteurs aussi importants. Le résultat de cette entreprise déjà ancienne, comme le rappelait Raphaël, c'est un paradoxe amusant, c'est qu'en fait, on ne sait plus très bien quel âge on a quand on lit un GF. Si on est très sage et très instruit, ou totalement ignorant et encore très jeune et petit. Et c'est un côté très émouvant, évidemment, de la fréquentation des classiques, que d'avoir cette double temporalité. Pour dire un mot aussi de ces rencontres et du très beau thème qui était le sien cette année, on est très fiers, au nom de toute la maison Flammarion, que cette collection GF soit et continue d'être dans des formes, j'espère, nouvelles et à réinventer toujours une maison, bien sûr, aussi pour la philosophie. Et je voudrais juste terminer en citant le nom de quelques personnes qui ont aussi travaillé, entouré de leurs soins, cette collection. Ce sera rapide, rassurez-vous. Monique Labrune, Sophie Berlin, Hélène Fiamma, Charlotte Van Essen, Fleur d'Harcourt et Clémence Simonian. Et je n'oublie pas les attachées de presse merveilleuses, Francine Brebeil, Claire Fercac et Caroline Psychouris. Voilà, merci beaucoup. Merci de cette mention. Robert. D'ailleurs, je voudrais simplement ajouter un mot, c'est pour récompenser cette collection qui est véritablement un trésor dans lequel chacun va puiser. Mais la rencontre va en acheter une quantité assez importante et que nous donnerons donc aux bibliothèques des associations, bibliothèques de Monaco, au lycée, dans les centres de documentation, pour que chacun puisse voir la qualité de ces éditions GF Flammarion. Voilà, je repasse la parole maintenant, je ne sais plus où elle est. À toi. Mais non. Non, on passe maintenant, on passe au prix. On passe au prix. On passe au prix. On passe au prix. 5 finalistes. Les 5 finalistes. Alors, normalement, vous devriez voir les couvertures. Je vous explique en 2 secondes les principes voilà. De cette. C'est parti d'une folie, d'une blague un soir en disant. C'est Charlotte, je crois, qui a dit la blague. Pourquoi il n'y a pas de prix Nobel de philosophie? Et pourquoi il n'y a même pas de prix de philosophie pour un ouvrage? Puis nous, on a dit, bon, on n'a qu'à en donner un. Et puis on s'est dit, mais oui, mais on est qui pour en donner un? Et tout est né de là, de cette idée de construire autour une structure qui nous donne une légitimité. Et ensuite, grâce effectivement aux membres que nous avions convoqués pour le jury, auxquels il faut adjoindre 3 personnes, 3 personnalités même, et 3 amis qui n'ont pas pu être là ce soir. Donc d'abord Roger-Paul Droit, ensuite Marc Crépon, et Jean-Pierre Dupuis, qui s'excuse de ne pas avoir pu effectivement être là. Et donc le choix, nous avons fait, nous voulions effectivement que se discute parmi toutes les parutions nombreuses de philosophie, celui qui pourrait être lu à peu près par tout le monde, sans qu'il y ait une excessive technicité, si bien que nos discussions et nos choix commencent d'abord par un travail d'élimination de tous les livres trop techniques ou des livres de commentaires pour effectivement arriver à des ouvrages qui sont des ouvrages plus ou moins techniques, on espère moins, mais qui sont lisibles par tous, comme l'ont prouvé déjà les 2 livres précédents de Vinciane Després et d'Emmanuel Ecorche. Donc cette année, nous avons fait un choix, c'était très très dur, et je dois simplement signaler l'extrême qualité des 5 ouvrages qui sont effectivement arrivés en finale, si je puis dire. Et je dois là encore excuser l'absence effectivement de Jean-Louis Chrétien,
qui a du mal effectivement à se déplacer, et aussi de Pierre Macheret, qui a également un certain nombre de difficultés, mais qui eussent été tous les deux ravis effectivement de pouvoir être là, et qui ont été très touchés par le fait que notre jury ait sélectionné leurs ouvrages. Voilà, alors les ouvrages, il s'agit d'abord... Ordre alphabétique. Ordre alphabétique. Étienne Bimbenet. Alors moi je le dis, toi tu regardes. Ah, moi je regarde. Ah, bah alors le complexe des trois singes, essai sur l'animalité humaine, on l'a entendu cet après-midi. Étienne Bimbenet, il s'interroge de manière musclée, courageuse, audacieuse sur le zoocentrisme qui semble prévaloir aujourd'hui, c'est-à-dire une sorte de continuisme entre l'homme et l'animal. Voilà, donc c'est un ouvrage autour de cette réflexion. Très bien. D'ailleurs, vous remarquez que les ouvrages, ils se comprennent tout de suite au titre et qu'il n'y a pas besoin d'expliquer pendant 50 heures. Donc, oui, c'est sur l'animalité humaine, ça se comprend. Le deuxième se comprend aussi, de Jean-Louis Chrétien. Fragilité. C'est un ouvrage important. Très délicat. Très délicat, d'un philosophe important lui aussi. Et qui, effectivement, plutôt que de parler de la vulnérabilité, qui est aujourd'hui, effectivement, en cours, disons, qui est traitée de mille manières aujourd'hui, traite de cette notion très fine qu'est celle de fragilité, en le traitant sur tous les degrés possibles, y compris la naissance, par exemple. Et à travers la poésie, les mythes, la littérature, les textes bibliques. Ensuite, Frédéric Gros. Désobéir. Chez Albin Michel, citons les éditeurs, c'est important. Ouais. Si on osait, on dirait un livre philosophique et peut-être un livre de combat, ou en tout cas un livre, oui, très frontal, qui envisage le monde d'aujourd'hui avec les motifs de désespérance et une question au centre de sa réflexion. Pourquoi y a-t-il si peu de désobéissance alors qu'il y aurait tant de motifs à désespérer ou qui devraient entraîner la désobéissance? Ensuite, Bruno Carcenti, qui a publié La question juive des modernes, philosophie de l'émancipation. Au PUF. Il est au PUF. Il est très important de mettre cette fin du titre philosophie de l'émancipation. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, effectivement, la question juive est une question qu'on n'ose plus. Bon, il est presque dangereux aujourd'hui de la poser, et on montre de quelle façon on peut la poser pour qu'elle aboutisse effectivement à cette modernité et aux possibilités d'une émancipation. C'est un ouvrage aussi très prenant, très très bien écrit et très beau également. Mais il ne faut pas que je laisse que vous vous laissiez emporter, voilà. Cher Bob. Et enfin, le dernier ouvrage finaliste et le deuxième absent malheureusement, Pierre Macheret, S'orienter, aux éditions Quimet. Ouais. Qu'est-ce que c'est s'orienter? S'orienter dans la vie, s'orienter dans la philosophie? C'est quand tu as une table d'orientation, que tu regardes, je veux aller là. Non, Pierre Macheret est un grand philosophe qui a une grande histoire, qui avait commencé à apparaître sur la scène philosophique en participant avec lui Althusser, effectivement, à un ouvrage qui a fait date, qui s'appelle Lire le Capital, avec Rancière, Dominique Lecourt, et ainsi de suite. Et là, c'est un livre très très personnel auquel il tient beaucoup. S'orienter, oui, la question, qu'est-ce que s'orienter dans la pensée? Mais comment aussi on s'oriente dans l'action, comment on s'oriente dans la vie, comment on s'oriente dans son existence. Et c'est un livre qui est très très lisible aussi par tous et qui est très bien écrit. Et donc, oui, tous ces livres, on a eu tellement de mal, effectivement, à décider, parce que ce sont des livres tous d'égale qualité. Et je voudrais le dire surtout à ceux qui n'ont pas le prix, que ça n'ôte rien à la qualité de leurs ouvrages, vraiment qui nous a pris, qui a donné des heures de discussion. On a même été enrichis par le simple fait d'en parler pour savoir quelles étaient leurs différences, quels étaient leurs points effectivement d'équilibre ou ceux qui les distinguaient. Voilà, on a néanmoins tranché. Et la décision, vous voyez, c'est ce qui coupe, c'est ce qui permet de se priver d'un certain nombre aussi de parties. C'est toujours une mutilation aussi, de mutiler les quatre autres qui n'ont pas le prix, mais dont je souligne encore une fois la qualité. Je laisse à Charlotte le soin d'annoncer donc le lauréat 2018. Alors, le lauréat 2018 du prix des rencontres philosophiques de Monaco est Étienne Bimbenet. Voilà.
Oula. Moi, je vous assure que le secret a été incroyablement bien gardé et que les 2 jours qui s'achèvent ont été très torturants. Et donc je suis très surpris, étonné et ravi, comme dit Pascal. Et au XVIIe siècle, le mot étonné a toute sa force. J'ai pris la foudre. Donc je voudrais remercier les membres du jury qui ont d'abord lu en effet des livres. Et puis les remercier du fond du cœur pour avoir compris que mes 3 singes n'étaient pas si méchants. Bon, ils sont un peu caustiques et ironiques sur leur époque, mais je les remercie parce qu'ils ont compris que voilà, une révolution est à venir qui ne nous aura pas échappé. Hein. Je crois que la vieille maison des humains est en train d'ouvrir toutes grandes ses portes aux non-humains. C'est une révolution qui a ses rythmes, hein, qui peut être plus ou moins violente, mais elle arrive, cette révolution, et j'ai simplement considéré qu'on pouvait accompagner d'un peu plus de lucidité, peut-être, cette générosité-là. Voilà. Et puis je voudrais vous remercier, Madame la Présidente, pour Charlotte Casiraghi, vous êtes le premier moteur de ces rencontres. Sans vous, donc, nous ne serions pas là. Vous avez initié avec Robert Maggiori, Joseph Cohen, Raphaël Zaguri-Orly, qui est là, pardon. Avec l'incroyable efficacité de Laura et Valentine sur l'organisation. Vous avez initié ces rencontres et elles me semblent importantes parce que depuis 2 jours, je n'ai jamais entendu autant parler de livres de philosophie. Et croyez-le ou non, mais ça devient un peu exotique pour nous, philosophes et universitaires. Le livre perd un peu de son crédit au regard des papers, comme on dit, des articles spécialisés. Il faut publier des articles spécialisés dans des revues très spécialisées. Et le fait de parler de livres de philosophie, de ce très bel artisanat du livre, me semble très important. C'est très important de maintenir ce geste, hein, qui consiste à tenter de temps en temps, alors pas forcément toujours, hein, il est bon d'écrire des articles, mais de temps en temps, un homme lève la tête et puis réfléchit et puis tente un livre, c'est-à-dire tente une synthèse. Et ça me semble très important en philosophie de maintenir ça. Donc merci beaucoup pour ce prix et avoir eu l'idée d'un prix qui couronnerait un livre de philosophie. Merci beaucoup. Venez. On va faire une photo, mais juste avant la photo, et c'est une bonne idée, c'est l'idée de Bob, mais l'idée de tout le monde aussi. Robert, tais-toi. Il serait vraiment bien et bon que Valentine Maillot et Laura Hugo nous rejoignent, parce que comme là, voilà, rien sans elles. Alors qu'elles viennent et qu'elles... venez toutes les deux, si, juste pour la... Venez. Il faut violer votre pudeur. Venez, parce qu'effectivement, rien n'existerait sans vous, votre efficacité, votre grâce, votre gentillesse et votre technicité. C'est tout. Maintenant, c'est la photo. Non ? C'est fini ? Donc, c'est à l'année prochaine. C'est la fin des rencontres. Qui, venez, les lauréats, le jury, devant le pupitre. Tous. Il reste à remercier le public, quand même. C'est-à-dire ceux qui viennent et qui nous suivent depuis 3 ans. Qui vous endurent. Oui, mais qui viennent effectivement écouter nos conférences, nos débats, et sans eux non plus, sans ce public, on serait... Rien n'existerait. Rien n'existerait. Donc merci à vous.